Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Wangari TV, la chaîne pour tous. Bienvenue dans 4 sur table. 4 sur table, vous le savez, c'est cette émission dans laquelle nous recevons des sommités. Aujourd'hui, nous avons avec nous un grand monsieur. Un grand monsieur, d'autant plus que en ce moment même, ça jase sur la toile en ce qui concerne quelque chose qui s'est passé. Je vais peut-être vous faire traîner. Je sais que beaucoup de personnes se demandent qui c'est ce monsieur-là et tout. Mais bon, on va aller directement parce que vous connaissez déjà l'émission. Nous sommes en compagnie de Michael Zodi, un monsieur qui n'est plus à présenter. Bonsoir, monsieur Zodi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'honneur est pour moi et tout le plaisir est pour moi. Nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet, mais avant, de nombreuses personnes vous ont connu à travers la toile. Du coup, moi personnellement, j'apprécie vraiment votre prénom, Michael. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de votre prénom? Oui, cette question-là, c'est depuis que j'étais à l'université, beaucoup de gens me posaient la question. Et aussi, quand vous regardez dans Niamey, les gens m'appelaient Michael, comme si c'est un nom américain. Il n'en est pas. C'est pas un nom américain, c'est un nom nigérien. Et c'est un nom Touareg. C'est-à-dire, de la même façon, quand on dit Mikaïlou. Donc, dans notre jargon, nous aussi, on dit Michael. C'est de la même façon, les gens disent Munkaila. Donc, c'est le même nom. Donc, ça n'a rien à voir avec l'américanité qu'on attribue à ce nom. D'accord. Donc, chers internautes, téléspectateurs de Wangari TV, beaucoup de personnes me demandaient de poser cette question-là. Est-ce qu'il est nigérien? Le monsieur est 100% nigérien et il a déjà répondu à la question. Donc, nous allons poursuivre. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? Parce qu'à chaque fois que vous vous exprimez tellement bien en français, en Hausa et en germain aussi. Du coup, beaucoup de personnes se demandent quel a été votre parcours. Est-ce que vous avez fréquenté des écoles ici au Niger? Et un peu ça. D'abord, je n'ai jamais quitté le Niger pour des études. Moi, je suis le produit des écoles du Niger. D'abord, j'étais né le 2 mars 1977 à Chiwil. Chiwil, c'est dans la commune de Bonkoukou, donc Imanan, comme on le dit. Je suis né d'un père Touareg et d'une mère Touareg et qui sont de la même localité. J'ai fait mes écoles primaires à Chiwil parce que mon papa c'est un enseignant. Il était dans une école à Danchandou. Après, il est venu à Niamey. Mais moi, j'étais resté avec ma grand-mère qui était au village. Donc, j'ai fait mon école primaire à l'école primaire mixte de Chiwil. Ça me plaît de dire école primaire mixte de Chiwil parce qu'à l'époque, c'était l'appellation parce qu'il y avait des écoles filles et garçons. Donc, en 89, j'ai eu mon CFPD et j'étais admis au CG 1 de Filandier. Donc, au CG 1 de Filandier, j'ai fait ma 6e. Donc, il y a eu les événements de 90. Donc, il y a eu une année blanche. Du coup, en 91-92, j'ai été transféré ici à Niamey, au CG 6 de Niamey. C'est jusqu'à l'obtention de mon BPC en 95. De 95, je suis parti 96 au lycée Issa Korombe. Et là aussi, jusqu'à l'obtention de mon bac en 99, j'ai eu le bac et puis j'ai fait l'université de Niamey jusqu'à ma licence en géographie au département de géographie. Donc, quel a été votre parcours professionnel? Parce que vous êtes enseignant de profession. Quelle matière enseignez-vous? D'abord, au sorti avec ma licence, à l'époque c'était le service civique. On m'a affecté au ministère de l'Agriculture. Du ministère de l'Agriculture, on m'a emmené dans une direction qui s'appelle le Code rural à l'époque. Donc, c'est au niveau du Code rural, j'ai fait 2 ans de service civique. Après, mon service civique a été renouvelé. Donc, j'ai totalisé 4 ans de service civique. Donc, il s'était avéré que à l'époque de Tanja, après la lutte syndicale menée par les organisations syndicales de l'éducation, on a dit on recrute sans concours parce qu'on a besoin d'enseignants. Entrée directe. Donc c'est en ce moment que j'ai été retenu et recruté en tant qu'enseignant.
Au moment de prise de service, j'ai été désigné par les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie pour les représenter au niveau de la CENI. Donc, du coup, mon affectation a été mise en stand-by. Donc, j'étais parti à la CENI, j'étais resté à la CENI jusqu'en mars 2016. Où j'avais démissionné de la CENI au vu de la situation, j'ai jugé utile de démissionner de la CENI. Et je suis revenu pour récupérer mon poste. J'ai écrit au ministère en charge de l'éducation pour leur demander de m'affecter. Ils ne m'ont pas affecté pendant 6 mois. J'étais là. Et oui, j'ai un numéro matricule, j'ai perçu mon salaire. Du coup, le gouvernement a décidé de m'arrêter pour dire que c'est la concussion. La concussion veut dire sans travailler. Donc, du coup, on m'a amené devant un juge qui m'a relaxé parce que les faits ne sont pas constitués. Parce que quand on dit concussion, ça veut dire que tu travailles, l'État te paye et tu demandes aux enfants de cotiser pour te donner un autre salaire. Donc, du coup, ça n'a pas prospéré et ça a continué, mon engagement continue jusque là. Mon numéro matricule est toujours là, je suppose, parce que j'attends à ce qu'ils puissent m'appeler pour que je puisse prendre fonction. Mais vous ne percevez plus de salaire? Depuis lors, en 2017, ils ont coupé mon salaire. Donc je ne percevais pas de salaire jusque-là. Je continue à attendre pour voir si le gouvernement va venir à des meilleurs sentiments. Tout compte fait, je suis sûr et certain que s'ils ne réagissent pas, je serai obligé de prendre des dispositions pour réagir et aller devant les juridictions. Voilà, mais donc si le gouvernement réagit et que on vous affecte, est-ce que vous allez accepter de servir le pays? Bien sûr, je continue à servir le pays. Même le fait qu'il est parti à la CENI, c'est pour servir mon pays. Je veux continuer. Je n'ai pas autre chose si c'est pas mon pays. Donc, je suis prêt à servir partout où ils vont m'amener. Je suis un enseignant et puis je pouvais enseigner, je pouvais servir à quelque chose. Mais ce qu'il faudrait retenir, aussitôt au sortir de l'université, pendant les vacances, nous donnons des cours de vacances gratuitement ici dans la région de Niamey, dans les écoles. Donc, je pense bien que nous sommes prêts à servir. Et c'est pour cela que nous avons cherché ces diplômes-là. D'accord. Dites-nous, Monsieur Michael Zodi, d'où vous vient la fibre de l'activisme? Ça a commencé quand? C'est qu'il faut comprendre que, vous voyez, même l'élite politique nigérienne, tout le monde, nous sommes tous les produits de l'ISN. Donc, du coup, la formation syndicale à la base, nous l'avons connue et surtout avec les événements de 90, vous avez compris que ça a pris de l'ampleur. À l'époque, avant 90, l'USN était en clandestinité. Maintenant, l'USN est sorti et l'USN a formé ses militants, des militants comme moi. Et aujourd'hui, le président de la République, Bazoum Mohamed, c'est un fruit de l'USN. Et Mahamadou Issoufou, c'est un fruit de l'USN. Et nous sommes tous des fruits de l'USN. Et ça fait en sorte que, dès là, les gens s'est cultivé, les gens s'est formés au fil du temps et jusqu'à ce qu'effectivement ils se mettent au devant de la lutte. Et c'est ce qui nous a poussé à être, jusqu'à l'université aussi, nous avons milité dans l'ISN, donc nous sommes un ancien cadre de l'ISN. Mais aujourd'hui, vous êtes la voix des sans-voix. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à pouvoir répondre à ceux-là qui n'ont pas la force de répondre et à pouvoir défendre ceux qui sont sans défense? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'étais enfant, quand j'étais chez ma grand-mère, je vais vous raconter une petite histoire. Quand le vendeur d'arachides, il fait des tas dans son champ, chez lui, à côté de chez lui, il fait des tas d'arachides et il part cultiver son champ. Quand quelqu'un vient acheter, il prend. Si c'est 25 francs, il prend pour 25 francs, il dépose l'argent. Et personne ne prenait. Sans voler, sans rien. Donc, la personne est rassurée. Donc, déjà, nous, on nous a éduqués dans ce sens-là. Nous sommes allergiques à l'injustice. Nous sommes allergiques au vol et au détournement des deniers publics. Nous étions déjà formés, éduqués dans ce sens-là. Arrivé à l'ISN, que vous savez qui est marxiste-héléniste, du coup, pour nous, partager avec les gens est très important. Quand il y a pour un, il peut y avoir pour deux. Tu peux partager. Et cette solidarité-là, nous l'avons cultivée aussi au niveau de l'ISN. Et ça fait en sorte que aujourd'hui, à ce niveau,
nous sommes très allergiques à ce genre de comportement peu orthodoxe. Si au sorti de l'université, déjà nous avons créé une organisation dénommée MJR, Mouvement des Jeunes Républicains. Et cette organisation défendait les droits de la jeunesse. Parce que je me rappelle, quand il y a eu la rébellion en 2006-2007, et au moment où tout le monde a demandé au président Tanja de négocier, nous, au niveau des MJR, nous avons décidé de dire il y a un point de négociation parce que nous considérons que la République ne peut pas se mettre à genoux pour négocier avec des gens qui ont pris des armes contre la République. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Et si, à l'époque, le président Tanja, on l'avait dit, si le président Tanja osait négocier et faire les mêmes négociations que 95 pour donner des postes ou bien de recruter ces gens-là, au détriment de cette jeunesse qui est là, épris de justice et de paix, qui était parti pendant 22 ans sur les bancs, avoir un diplôme et venir, il n'y a plus de place, il n'y a pas de poste pour recruter. Là, nous allons nous opposer à ça. Et c'est là le président Tanja, à l'époque, le feu Tanja, avait compris la position de la jeunesse et les gens étaient revenus à de meilleurs sentiments et nous avons combattu cette rébellion. Aujourd'hui, si vous avez constaté qu'il n'y a plus de rébellion dans la zone, c'est qu'effectivement, il y a eu des efforts qui ont été conjugués de la jeunesse et aussi des autorités de l'époque qui ont créé ces conditions-là. Voilà, au-delà de cette rébellion-là qui a pris fin et tout, est-ce que Monsieur Zodi, vous avez déjà eu la conviction d'avoir changé les choses à travers votre activisme? Beaucoup de choses ont changé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, le simple fait de constater qu'il y a une relève, il y a des jeunes qui sont en train de se mobiliser contre l'injustice, c'est déjà bon. Vous voyez, à l'époque, la jeunesse n'était pas écoutée. L'opinion, c'est-à-dire les leaders d'opinion, même de la société civile, n'étaient pas écoutés. Mais aujourd'hui, nous sommes écoutés, nous sommes véritablement des leaders parce que quand on fait des critiques, on fait des propositions, le régime ou bien le gouvernement ou bien les autorités prend en compte effectivement nos visions et aussi nos opinions. Ça fait en sorte que les choses bougent. Et même la démocratie, l'exercice de la démocratie, nous participons à faire changer les choses. Si aujourd'hui, si je prends au niveau, quand on a créé Tournons la page, nous avons fait sortir 40 dossiers que nous avons jugés scandaleux. Et ces 40 dossiers-là, c'est parce que nous avons mené des enquêtes. Et nous avons trouvé qu'effectivement, il y a certaines personnalités qui sont impliquées dans des détournements des deniers publics et la corruption. Et nous avons fait sortir, et l'opinion a compris. Et c'est ce qui fait en sorte que quand on lance des activités telles que des manifestations de rue, les citoyens sortent et disent leur ras-le-bol. Donc ça veut dire qu'il y a une vitalité, la démocratie bouge et ça fait en sorte que chacun arrive à dire son opinion par rapport à la gestion de la cité. Et je pense bien qu'ensemble nous pouvons endiguer tous ces fléaux-là qui empêchent à ce que le Niger puisse devenir parmi les meilleurs pays qui émergent. Voilà. Parlons aussi, parlons de votre appréciation de l'activisme au Niger. Nous avons vu un mouvement qui avait vraiment pris, et oui, j'ai dit, ça avait vraiment pris le mouvement M62 qui était parti où il y avait pas mal d'adhérents. Je crois que vous faisiez partie de ce mouvement-là et tout, qui était dirigé par un monsieur que vous connaissez, Abdoulaye. Maintenant, aujourd'hui, le torchon brûle. Tout est en train de partir en cacahuète. Quelle est votre appréciation de cette situation-là? Vous savez, d'abord, nous, au niveau de notre coalition Tournons la page, nous ne sommes pas membres de M62. Nous avons engagé une lutte par rapport à toutes les revendications qui sont portées aujourd'hui par M62. Ça veut dire par rapport à la présence militaire ici sur notre territoire, par rapport à la vie chère, par rapport à la traduction de l'ancien président Mahamadou Issoufou que nous avons estimé, qui nous a mis dans ses bourbiers, et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous avons porté, nous avons tenté de manifester, en tout cas, nous avons fait vibrer effectivement l'échiquier socio-politique du Niger. Après, Abdoulaye avait convoqué une réunion pour pouvoir constituer le M62. Nous avons applaudi parce que nous, c'est une continuité et ça nous réjouit de constater que d'autres s'intéressent effectivement à cette lutte que nous sommes en train de mener. Et ils se sont regroupés avec plusieurs organisations et nous avons constaté ça sur les réseaux sociaux, il y a une division. Et ce qui me fait mal et ce qui me choque,
de constater que tous les deux, ils ont les mêmes revendications. Ils n'ont pas quitté les mêmes revendications. Mais je ne comprends pas pourquoi notre jeunesse n'a pas la même vision des choses. Pourquoi? Peut-être c'est un problème de leadership, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous savez, il se pourrait que c'est un problème de leadership. Mais vous savez, le leadership, ça ne se donne pas de cette façon-là. Vous n'avez pas besoin d'être dirigeant d'une structure pour être leader. Vous n'avez pas besoin d'être coordinateur ou bien président ou bien d'une association pour être leader. Je vous prends l'exemple simple de Alhaji Idi. Alhaji Idi n'a pas d'organisation, n'a pas d'association. Et aujourd'hui, il est compté parmi les leaders de la société civile. Parce qu'il arrive à dire son mot. Il arrive effectivement à un peu orienter, sensibiliser la population. C'est dans l'action qu'on peut déterminer les leaders. Mais ce n'est pas le fait que juste on a un M62 qui a commencé à galvaniser les populations, à mobiliser qu'il faudrait être à la tête des M62 pour être reconnu. Je vous assure, nous nous sommes battus, nous avons soutenu toutes les actions des M62. Le jour de la manifestation, quand nous étions partis sur le terrain, au niveau de la manifestation, il fallait voir la reconnaissance des citoyens-là qui venaient vers nous, Arzika, vers les autres. Moi, aujourd'hui, là où vous me voyez, je suis l'intermédiaire des leaders entre les Nouh Arzika et les Ablaye. Mais je reconnais les valeurs intrinsèques de ces principaux leaders de la société civile, tels que Nouh Arzika, tels que Ali Idriss, tels que Moussa Tchangari. Ils m'ont soutenu, ils m'ont formé et je suis reconnaissant par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Je ne pouvais pas entreprendre une activité sans pour autant les consulter. Je ne pouvais pas, sans pour autant demander leur avis, sans pour autant qu'il y ait une discussion entre nous. Et c'est ce qui, je pense bien, qu'il a manqué au niveau des M62 et c'est ce qui fait en sorte que vous allez constater que c'est en train de tanguer. Mais je suppose et je lance un appel effectivement à ces principaux leaders pour qu'ils puissent s'impliquer, pour qu'ils puissent avoir une unité de lutte, une unité d'action avec tout le monde, que ce soit les Ablaye, que ce soit les Gamaké, que tout le monde puisse se retrouver autour d'une table pour qu'on puisse ensemble, c'est parce que c'est ensemble nous subissons, c'est ensemble nous pouvons endiguer ces problèmes-là. Et tant que chacun va faire de son côté juste pour avoir le nom, je pense bien que ça serait très difficile et c'est voué à l'échec. Le résultat recherché là, nous ne l'aurons pas. Et je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez en 2018, quand nous avons engagé les manifestations, la lutte contre la loi de finances 2018, que nous avons jugé impopulaire. Et la lutte a pris et vous avez constaté, les gens se sont pressés pour arrêter les principaux leaders. Mais malgré tout, la lutte avait continué. La lutte avait continué. Mais si aujourd'hui tu dis que c'est toi le leader, tu fais tout, et quand tu seras arrêté, qui va faire? Donc il faudrait prévoir la relève. Donc tout le monde est important. Personne n'est indispensable, mais tout le monde est important pour pouvoir endiguer ces problèmes. Voilà, c'est très très bien dit. Personne n'est indispensable, mais tout le monde est important. Dites-nous, chaque activiste s'identifie à une figure emblématique dans le monde. C'est qui la personne à laquelle vous vouliez ressembler? Vous savez, c'est ça notre problème. Et nous devrons être une combinaison des leaders. Aujourd'hui, à travers l'histoire, nous nous retrouvons. Quand nous regardons la lutte des classes, nous nous retrouvons à travers les Marx. Nous nous retrouvons à travers Lénine. Quand nous regardons le combat mené contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela, nous nous retrouvons. Quand nous regardons le jeune Thomas Sankara, nous nous retrouvons. Et aujourd'hui, ici au Niger, nous nous retrouvons à travers les Nouh Arzika. Nous nous retrouvons à travers les Tchangari. Nous continuons à nous retrouver à travers les Ali Idrissa. Donc, en fait, nous sommes une combinaison et je pense bien que notre force, c'est d'avoir fait une synthèse entre ces principaux leaders-là qui sont en train de lutter dans le monde contre l'injustice. Et ce n'est rien d'autre, nous nous battons contre l'injustice. Beaucoup de Nigériens traitent les activistes d'arrivistes à l'image de certains politiciens. Qu'en dites-vous? Mais vous savez, notre fierté aujourd'hui, il faudrait le reconnaître que les gens
on a cette capacité d'endosser les critiques. Et c'est ça l'activiste. Et c'est ça le leader d'opinion. Aujourd'hui, les gens nous ont vus dans la lutte. On a demandé à personne de nous soutenir, de nous suivre. C'est juste nous disons des opinions, vous êtes d'accord avec ces opinions-là et vous suivez. Et c'est clair, nous n'avons pas demandé la voix de quelqu'un parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne cherchons pas à avoir le pouvoir. C'est juste nous avons des opinions par rapport à la gestion de la cité. Nous essayons de les développer et de sensibiliser les populations autour de ces questions-là. Mais qui peut nous payer par rapport à ça? Personne. Personne, on ne reçoit personne. Et aujourd'hui, on considère... On n'a pas de l'argent pour acheter les consciences, pour les dire, venez avec nous. On n'a pas la force ou bien des armes pour aller mobiliser les citoyens dans leur maison. Mais ce que nous disons, les valeurs que nous transmettons, les citoyens sont d'accord avec ces valeurs-là. Et c'est ce que les citoyens, quand nous avons une manifestation, si je prends une question et qui n'est pas du goût des citoyens, vous allez constater que les citoyens ne vont pas me suivre. Et donc, c'est clair qu'on ne peut mobiliser personne en dehors de ses intérêts. Et notre intérêt, c'est le Niger. Et que le Niger aille bien. Et je pense bien que les citoyens là sont d'accord. Et c'est ce qui fait qu'il y a l'engouement. Donc, on ne cherche pas la voix de quelqu'un, on ne cherche pas à ce que, on dit juste ce que nous pensons, notre opinion, et les gens acceptent notre opinion. Voilà, on a remarqué, à chaque fois que vous donnez vos opinions, souvent c'est mal perçu. Et vous, très souvent, il y a des arrestations et vous êtes incarcéré. Dites-nous, combien de fois avez-vous fait la prison pour avoir dénoncé ou exprimé votre point de vue? Aujourd'hui, j'ai à mon actif 5 passages en prison. Les 2 passages depuis quand j'ai été scolaire. Donc, j'ai fait 2 passages étant scolaire. Donc, à l'arrivée du régime de Issoufou, à aujourd'hui, j'ai 3 passages à mon actif. Et ces 3 passages-là, que je trouve des passages très importants dans ma vie, parce que aller en prison par rapport à ce que vous dénoncez, par rapport à vos actions, par rapport à votre engagement, à votre conviction, ça me regarde parce que je considère que je suis sur la voie. Et la première fois, c'est par rapport à cette affaire je prenais mon salaire sans être recruté. Mais ce qui a conditionné ça, c'était quand nous avons dénoncé l'Uranium Gate. Vous le savez que l'Uranium Gate, tout le monde connaît cette histoire-là. Nous, au niveau de notre organisation, nous avons décidé de saisir les juridictions. Quand nous avons saisi ces juridictions, déjà, le ministre en charge de l'économie et des finances était sorti pour dire que nous avons une vie princière, il faut qu'il contrôle où est-ce qu'on trouve l'argent. Donc, du coup, nous étions 5 plaignants. Les 4, nous tous, nous avons été arrêtés. Donc, et en même temps, ils ont agi sur les juridictions pour demander à ce que nous puissions payer 20 millions de caution, de francs CFA de caution pour que l'enquête puisse suivre son. Maintenant, ils ont vu que les 20 millions ne nous ont pas empêchés de continuer. Nous avons demandé aux citoyens de cotiser. Et nous avons notre compte au nom de notre organisation qui est logée dans une banque de la place. Et nous avons demandé aux citoyens d'aller cotiser au niveau de cette banque-là. Le compte a fonctionné demi-journée. Et le directeur de la banque m'a appelé pour venir récupérer un courrier. Ils ont visé la loi sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent et ils ont fermé notre compte. Et ils nous ont remis un chèque du contenu de notre compte. Donc si l'argent là serait retrouvé dans ces cas de figure, normalement ils ne doivent pas nous remettre ça. Donc ils ont fermé et là, ils ont vu encore, on a dit aux citoyens de venir dans nos sièges pour cotiser. Et là, ils ont vu la gravité de la chose. Ils ont décidé d'arrêter. Et c'est comme ça qu'ils m'ont arrêté. J'étais parti à la prison civile de Niamey. Deuxième cas, c'était contre la loi des finances. Et vous avez vu, j'étais arrêté avec les autres camarades, les Nouazaka et les autres. Et troisième cas, c'est contre MDN. Quand le rapport de MDN était sorti, nous nous sommes insurgés, nous nous sommes dit que ce n'est pas du tout normal qu'on puisse croiser les bras et regarder que le fonds alloué à la défense soit détourné de cette façon-là. Nous ne sommes pas d'accord que l'État du Niger puisse donner des munitions qui ne détonnent pas à nos forces de défense et de sécurité pour leur demander d'aller au front et se faire massacrer par ces terroristes-là. Nous avons dit non et nous avons demandé à ce que lumière soit faite. Et dans ce cadre-là, nous avons été aussi arrêtés.
Voilà, mais il y a aussi une question d'actualité en ce qui concerne le ministère de la Défense, une question qui défraie la chronique en ce moment. Quelle est votre appréciation? Mon appréciation est qu'il y a une bavure de plus. Il y a eu plusieurs bavures, mais cette bavure ne doit pas rester impunie. Ce qui s'est passé aujourd'hui étant simplement humain, vous ne devrez pas croiser les bras et regarder. On ne peut pas faire décoller des hélicoptères bourrés d'explosifs et aller bombarder un site aurifère où se trouveraient près de 7000 personnes. Aucune raison humaine, aucune logique ne peut pas permettre à ce qu'il y ait ce genre de comportement. Bombarder après le bombardement, que des hommes au sol puissent aller trouver ces orpailleurs-là, ces blessés, pour les achever. Nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder. Et aujourd'hui, le gouvernement fait sortir un communiqué laconique avec des chiffres erronés pour dire qu'ils ont attaqué un nid de terroristes. Et 7 personnes sont mortes et 24 autres blessés et qu'ils comptent amener devant les juridictions. Nous nous sommes déplacés pour recueillir les informations auprès de ces rescapés. Ils n'en étaient pas. Parce que malgré le bombardement, ils n'ont pas trouvé d'armes sur le lieu. Ils n'ont pas trouvé de motos sur le lieu. Donc c'est une bavure. Et cette bavure-là ne doit pas rester impunie. Toutes les responsabilités doivent être situées par une enquête indépendante pour que, effectivement, l'humour soit faite. Le ministre de la Défense et aussi la hiérarchie militaire doivent démissionner pour se mettre à la disposition des enquêteurs. D'accord, nous avons compris votre point de vue parce que c'est un point de vue que toute la presse internationale est en train de vous appeler. Et on appelle, et il y a pas mal de points de vue sur la toile en ce qui concerne cette question-là. Parlons un peu après vos séjours de prison. Dites-nous quel est ce séjour-là qui vous a sincèrement marqué. D'abord, le séjour, c'était mon premier séjour. Quand j'étais parti à la prison civile, on m'a amené à la prison civile de Niamey, j'ai trouvé que cette prison, c'est un camp de concentration. Comme ce que Hitler a eu à faire contre les Juifs, c'est la même chose. J'ai regardé, c'est une prison construite pour 350 indigènes. 350 personnes. Indigènes. Pas personne, indigène. Parce que c'était une prison construite par le colon pour les autochtones qui ils estiment des sous-hommes. Donc ce n'est même pas une prison pour eux construite pour des humains. Et le jour où j'étais admis à cette prison, il y avait 1666 personnes dans cette prison. J'ai dit 350 indigènes et nous avons mis. Même les égouts sont utilisés pour s'abriter. Quand il pleut, c'est le petit sachet qu'on amène à manger aux détenus. C'est ces petits sachets-là, certains portés sur leur tête contre la pluie. Et les gens sont entassés. La nuit comme le jour. La nuit comme le jour. Les gens sont entassés dans cette prison-là. Quand j'étais sorti, effectivement, j'étais devenu le porte-parole de ces détenus-là. J'ai fait sortir un rapport et cela a conduit à ce que le ministre de la Justice, le procureur, le président de la Commission nationale des droits de l'homme se sont déplacés pour aller dans cette prison, pour visiter. Et les organisations internationales se sont intéressées. C'est en ce moment-là que les Américains ont dit « Nous allons financer la construction d'une prison de 1600 places qui doit être en cours. » D'ailleurs, un gaillard, quand tu rentres dans cette prison-là, sans le soutien de l'extérieur de ta famille, au bout de 2 semaines, on serait obligé de te chercher un complément alimentaire pour te nourrir, pour que tu puisses te tenir debout. Et le plat qu'on distribue, c'est une seule fois la journée. Et c'est quel genre de... c'est une bouillie. Et d'ailleurs même,
des fois, avec des maïs périmés, on prépare une bouillie pour donner à ces prisonniers-là. Et la bouillie, ce n'est pas que ça arrive à couvrir tout le monde. Ils font une queue avec des cravaches pour arranger les gens. On distribue. Quand ça finit, si toi tu n'arrives pas à avoir et tu n'as personne pour te soutenir, tu vas partir dormir, ventre creux, et attendre le lendemain, voir si tu peux en avoir. Donc, c'est une sorte de mouroir. J'ai fait, pendant mon séjour, chaque 3 jours, il y a au minimum un décès. Donc, c'est ce premier passage-là qui m'a beaucoup marqué. Parce que les 2 autres passages... J'étais déjà préparé. J'étais préparé, mais on m'a amené dans des prisons 5 étoiles, si on peut le dire. Parce que dès que vous quittez Niamey, on vous amène à Saï. Ça veut dire qu'il y a de l'espace. Vous pouvez respirer. Ici, il n'y a même pas d'espace. On vous amène à Walam, il y a de l'espace. Vous pouvez respirer. Mais ici, il n'en était pas. Donc, c'est ce passage-là qui m'a beaucoup marqué. Voir. Et la lenteur judiciaire, parce que les magistrats ne font pas leur travail. Les gens sont là entassés sans jugement. La majorité de ces détenus, des 1600 détenus-là, ce sont des détenus et ce sont des prévenus qui n'ont pas de jugement, qui sont là entassés dans ces prisons. C'est ce qui m'a marqué. Voilà. Sincèrement désolé pour tout ce que vous avez pu vivre dans cette prison. Nous allons tourner la page en venant à tournons la page. Vous dénoncez la politique française au Sahel et vous êtes responsable du mouvement Tournons la page Niger. Nous trouvons que c'est un peu bizarre quand même. Vous n'aimez pas les activités des Français, pourtant vous êtes la tête pensante d'un mouvement qui est né en France. Pourquoi cette contradiction? En fait, c'est que les gens n'essayent pas de comprendre. Tournons la page n'est pas né en France. C'est lors de l'anniversaire de Thomas Sankara en 2015, ici à Ouagadougou, les organisations du Nord et les organisations du Sud. Quand on parle d'organisations du Nord, ce sont les organisations des pays occidentaux. Et les organisations du Sud, ce sont nos organisations qui sont retrouvées à Ouagadougou. La question a été posée. Depuis 5 ans, ils soutiennent les organisations du Sud, mais jusque-là, l'Afrique tarde à décoller. Comment faire? Et nous avons poussé les réflexions. On s'est basé sur ce que disaient beaucoup d'élites africaines pour dire que l'Afrique est extrêmement riche, mais l'Afrique est mal gouvernée. Nous nous sommes dit, le combat qu'il faudrait faire, que de venir nous creuser des puits et de donner de l'eau potable des villageois pour des femmes au village, ou bien que de venir nous donner à manger des toilettes et tout ce qui s'ensuit, aidez-nous à avoir la démocratie, aidez-nous à avoir la bonne gouvernance. Permettez aux citoyens africains d'être véritablement souverains. Et voilà là où l'idée est partie. Nous avons dit que, par exemple, on prend des organisations telles que Caritas, qui dépensaient, par exemple, au Niger, près de 3 milliards pour creuser des puits. Nous pouvons vous laisser avec votre argent, mais aidez-nous à ce que, ici au Niger, nous puissions bénéficier du bienfait de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance. Et c'est comme ça, nous avons créé Tournons la page. Et au tout début, ce n'était pas le nom Tournons la page qui avait. Après, on s'était retrouvé encore, on a discuté et on a trouvé le nom Tournons la page. Tournons la page est composé de 10 coalitions. Ce sont des coalitions africaines. Et c'est ensemble, nous réfléchissons pour donner une orientation à la lutte et faire une synergie d'action. Et c'est ce qui continue. C'était une campagne portée par le Secours catholique, qui est une organisation chrétienne en France. Mais c'est juste, ils hébergent ce que nous avons mis en place, un secrétariat qui coordonne nos coalitions. On était hébergés au Secours catholique. Les coalitions, les 10 coalitions, nous avons ce que nous appelons le comité de pilotage.
Et c'est le comité de pilotage qui se réunit pour décider et donner des orientations au mouvement. Donc, comment vous faites vos réunions? Nos réunions, physiquement on fait physiquement et virtuellement. On a la première réunion du comité de pilotage s'est passée au Cameroun, à Yaoundé. La deuxième réunion du comité de pilotage s'est passée à Paris, en France. La troisième réunion, nous l'avons fait à Bruxelles. C'est là où des décisions majeures ont été prises. Parce que déjà à Bruxelles, avant d'aller à Bruxelles, tournons la page Niger a commencé à avoir des positions très claires par rapport à la politique française. Nous avons commencé à critiquer la façon paternaliste de la France chez nous. Et le Secours catholique, bien évidemment, qui est une organisation française, nous a dit qu'elle ne peut pas supporter ces revendications de tournons la page Niger. Et nous sommes partis à Bruxelles à cette rencontre. Le problème a été exposé. Et nous avons dit, si tel est le cas, tournons la page Niger se retire de tournons la page internationale et aller faire le combat parce que nous sommes des hommes de terrain. Et nous n'avons pas d'autre pays que le Niger. Et nous pensons que nous ne voulons pas faire comme une sorte d'épine dans les pieds de l'organisation, comment ça s'appelle, pas tournons la page, mais de l'organisation qui portait effectivement, tournons la page, le Secours catholique. Du coup, les autres coordinateurs, membres du COPIL, qui ont cette fibre africaine, ont dit non, nous ne pouvons pas accepter cet état de fait. Nous allons créer une association dénommée Tournons la page et nous allons faire enregistrer ça dans un pays. Nous quittons tous le Secours catholique. Et c'est comme ça nous avons quitté le Secours catholique. Nous avons créé une organisation Tournons la page. On s'est posé la question, dans quel pays nous pouvons avoir une reconnaissance? Dans nos pays africains, nous le savons, qu'on demande au Cameroun, et même s'ils nous donnent, un jour, ils vont nous chasser. Au Niger, c'est la même chose, un peu partout, c'est la même chose. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire enregistrer Tournons la page en République française sous la loi 1901. Donc ça n'a rien à voir avec la République française, ça n'a rien à voir avec une organisation française, c'est une organisation africaine qui s'est fait enregistrer en France. Et d'ailleurs, par rapport au financement de Tournons la page, la France ne nous a jamais financé. La France ne nous a jamais financé. Le Secours catholique, c'est un panier commun. Le panier commun, je dis panier commun parce qu'il y a des partenaires allemands qui sont dit qu'ils peuvent soutenir Tournons la page. Comme c'était à l'époque une campagne, ils ne peuvent pas nous financer directement, il faut qu'ils passent par les Secours catholiques. Et c'est comme ça que ces organisations-là ont commencé à nous soutenir. Et combien? Et je vis une note qui circulait à un moment sur les réseaux sociaux pour dire que Tournons la page Niger a reçu 32 millions de francs CFA. Ce n'était pas le cas. C'était le panier commun, les 32 millions. Maintenant, les 32 millions a dispatché entre les coalitions africaines et nos COPIL, l'organisation de nos réunions COPIL. Donc, c'était ça. Et ça ne nous a pas empêché de continuer là. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Si les gens ont quelque chose contre Tournons la page, ils allaient sortir et le dire clairement qu'ils ont financé. J'ai suivi le point de presse du nouveau ambassadeur, Sylvain Letty, qui disait que nous avons soutenu les organisations de la société civile après près de 1,3 milliard. Mais de quelle organisation de la société civile il parle? Ce n'est pas de Tournons la page. Il parle de quelle organisation? Nous n'avons jamais reçu un franc de la France. Nous continuons à le dire. On les met au défi de nous faire sortir là où ils ont soutenu Tournons la page Niger, ou bien Tournons la page même internationale. Nous n'avons pas connaissance. Et le fait que le siège soit en France, c'est juste pour qu'on considère que la France est une terre de liberté et de démocratie. Et nous pensons que nous serons protégés là-bas. Mais malheureusement, nous avons commencé à voir les crocs de la France.
Mais cela ne m'empêche pas de continuer cette lutte-là. Voilà, nous allons continuer parce que, parlons de tournons la page et la France, vous vous êtes vu interdit de fouler le territoire français, comme l'a été Nathalie Yamb, votre consoeur, activiste aussi. On a eu à vous interviewer ici sur la question. Dites-nous, à quel niveau vous êtes? Est-ce que vous avez eu des réponses en ce qui concerne cette interdiction-là? Qu'est-ce qui est en train d'être fait de manière concrète à présent? Mais c'est qu'il faudrait reconnaître qu'il ne peut pas y avoir de réponse. Jusque-là, il n'y a pas de réponse. Mais certains partenaires ont réagi. On dit que le visa, c'est un visa Schengen. C'est pour plusieurs pays européens. Et il y a certaines chancelleries qui m'ont approché pour me demander si j'ai envie d'aller en Europe, de venir prendre le visa à leur niveau. Donc, ils ont commencé. En fait, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. L'ambassade... Vous parlez de 2018 où le ministère de la Justice française vous avait invité et après vous avez claqué la porte. Qu'est-ce qu'ils vous avaient proposé? Est-ce que c'était de l'argent qui avait été déposé sur la table? Parce que nous, à Wangari, on aime savoir ce qui se passe concrètement. Au fait, en 2018, moi, j'étais en prison quand j'ai été nominé le prix des droits de l'homme de la République française. Au sorti, je trouvais que l'institution qui m'avait proposé ce prix-là est une institution responsable et indépendante. Parce que c'est la Commission nationale des droits de l'homme de la République française. Nous sommes partis en France pour prendre ce prix. Vous étiez avec qui? Vous étiez combien? J'étais accompagné par la coordination internationale Tournons la page et aussi certains Nigériens résidant en France, donc en délégation pour aller récupérer ces prix-là. Donc, ils nous ont donné ces prix et ils nous ont permis de faire un discours. Si vous vous rappelez, nous étions en prison. L'ex-président de la République, Mahamadou Issoufou, était reçu à l'Élysée lors de sa conférence de presse. Il a dit que au Niger, il y a deux types de sociétés civiles. Il y a des sociétés civiles pro-démocratie et il y a des sociétés civiles putschistes. Quand on m'a tendu le micro, je dis, c'est ici que le président Issoufou était venu pour dire, vous entretenir à propos de nous, nous qualifiant de putschistes. Et aujourd'hui, vous sortez pour nous féliciter et nous encourager en nous donnant le prix des droits de l'homme de la République française. Je dis, tant mieux. Et cela nous pousse à continuer à nous battre contre l'injustice. Et ce prix de droits de l'homme, ce n'est pas un prix de droits de l'homme juste pour tourner la page ou bien pour la personne de Michael Zodi, mais c'est un prix de droits de l'homme de la République du Niger, des citoyens nigériens, épris de paix et de justice, de toutes les organisations de la société civile indépendante qui se battent au quotidien contre l'injustice. Donc, on est même venu ici à Niamey, on a organisé une cérémonie pour dédier ces prix-là aux populations. Maintenant, votre question, je ne pensais pas qu'il y a eu ce que vous avez dit avec la France. Non, ils ne nous ont jamais proposé de quoi que ce soit là-bas. Maintenant, je suppose, je ne suis pas dans votre tête, mais je suppose la question que vous voulez poser, c'est quand il y a eu la rencontre de Montpellier. La rencontre de Montpellier. Et effectivement, notre organisation a été saisie pour y participer. Nous avons dit, parce que c'était précisé que nous n'aurons pas droit à la parole, mais c'est une rencontre juste de plus. Et nous avons dit que nous ne participerons pas à cette rencontre si on ne nous donne pas la parole de dire notre pensée par rapport à la politique française. Emmanuel Macron a compris que l'opinion africaine est hostile par rapport à leur façon de piller nos ressources, à leur façon de s'ingérer dans nos politiques intérieures, à leur façon de continuer à nous garder comme
des colonies, des colons. Ils sont là en guerre de conquête. Ils sont là pour nos ressources. Et cela fâche. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous n'avons pas pris part à cette rencontre-là et nous continuons ce combat. Dès lors, la France a commencé à nous qualifier d'anti-français. C'est leur terme. Peu importe, ça n'engage que nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des parents en France et nous n'avons jamais été contre la France ou bien contre les populations. Mais nous aimons notre pays, nous aimons le Niger, nous aimons l'Afrique. Et si il n'y a pas de transparence dans nos accords, si il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant, nous ne pouvons pas aller et sourire aux autorités françaises. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est là que cela s'entende comme tel. Nous ne sommes pas un Béni oui, nous ne sommes pas un Valais local pour que nous puissions aimer plus la France que le Niger. Donc c'est clair. Et je vais vous dire une chose. Au-delà de toutes ces actions d'annulation de visas, les chancelleries, l'ambassade de France a fait un papier sur tout le long de la page pour envoyer au niveau des chancelleries. Pour dire, premièrement, nous sommes un mouvement violent. Deuxièmement, nous sommes un mouvement anti-français. Mais au vu de nos actions sur le terrain, les chancelleries qui ont été contactées se sont dit pourquoi ne pas les contacter pour vérifier réellement. Il y a une des chancelleries qui était venue au bureau armée parce qu'ils estiment que nous sommes un mouvement violent. Quand après les échanges, ils nous ont dit on va être clair avec vous. Votre nom est en train d'être vilipendé par qui, vous savez, l'ambassade de France. Peu importe ce qu'ils vont penser de nous, cela ne nous empêche pas. Ils peuvent continuer à nous dénigrer. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas des moyens qu'on nous donne pour faire la lutte. Nous sommes passés parce que nous sommes convaincus et nous aimons à ce que notre Niger puisse sortir de l'ornière. Et c'est pour cela que nous nous battons pour nos fils, nos femmes, nos enfants, pour tout le monde, pour les Nigériens, pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse se libérer des jougs de l'impérialisme. D'accord. Maintenant, revenons au Niger. Et quels sont vos rapports avec les autorités nigériennes? Vous savez... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il paraît que ce que vous dites haut et fort, ce sont des choses qui sont souvent calculées parce que derrière, vous passez au niveau de pour prendre des enveloppes, là où, je vais taire le nom, vous prenez des enveloppes et vous êtes autorisé de dire certaines choses et on vous laisse. Et tout ça, souvent même vos arrestations sont des arrestations calculées, tout ça pour vous donner de la carrure, pour vous permettre de grandir politiquement et tout ça. Que pensez-vous de tout ça? D'abord, ce qu'il faudrait retenir par rapport à ces genres de rumeurs, nous là où nous sommes, nous avons toujours été clean. Et ce n'est pas celui qui a sa langue dans sa poche. Aujourd'hui, avant l'arrivée de Issoufou, c'était le président Tanja. Le président Tanja nous a convaincus à la fin de son mandat. Et je me rappelle... Donc, vous étiez pro J'étais pro la refondation et j'étais pro Tanja parce que je pense bien que nous ne pouvons pas faire un saut dans l'inconnu. Le saut dans l'inconnu, avec l'élection de Issoufou, avec le coup d'État, nous l'avons fait. Tanja a dit une phrase qui jusque-là, qui résonne en tant que jeune à l'époque dans mes oreilles. Nous avons notre puits. Dans notre puits, il y a de l'eau. Mais malheureusement, nous n'avons pas de puisette. Il y a des gens qui ont cette puisette, ils vont venir, ils vont enlever l'eau. Ce n'est pas qu'ils vont prendre l'eau pour amener chez eux, mais ils vont déposer l'eau. On va quantifier et que chacun prend sa part. C'était en langue, il l'a dit. Et j'ai compris que Tanja, c'est un jeune. Un jeune, parce que pour nous, c'est quelqu'un qui propose des idées nouvelles. Et quelqu'un qui s'accorde à ce que cette génération-là puisse trouver une porte de sortie. Et là, il m'a convaincu. Et
Je n'ai pas soutenu, comme les gens aiment le dire, le Tarzantier, le troisième mandat, mais j'ai soutenu ce que nous appelons la refondation. Après 50 ans d'existence, il faut regarder les textes. Il faut regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut faire un bilan pour pouvoir faire le saut. Mais les gens n'ont pas vu ça comme tel. Et aujourd'hui, après le départ des Tanja, les gens sont en train de regretter. Et de lors, quand Issoufou était arrivé, on l'a donné tout le temps pour qu'il puisse se rattraper. Pendant 3 ans, nous n'avons pas dit quelque chose. Et au fil du temps, nous avons constaté qu'il a mis en place un système de pillage de nos ressources. Un système dans lequel la pensée unique doit prévaloir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Comment quelqu'un qui se bat pour ce genre de trucs, on le prend, on le met en prison, on dit c'est des emprisonnements de complaisance. Je n'ai jamais, et jusqu'à ce que Bazoum est arrivé, j'ai fait un débat sur les médias interposés avec Bazoum, où il me traitait même d'être un militant patenté du parti de l'opposition le plus radical. Il a dit Lumana. Le jour où je l'ai rencontré et je lui ai posé la question, vous m'avez traité de militant de Lumana, il m'a dit que c'est pour les besoins de la campagne. Donc, les gens peuvent vouloir nous dénigrer, comme dit Bazoum, pour les besoins de la campagne, mais nous sommes droits. S'ils ont quelque chose à nous reprocher, ils allaient le faire. Et nous n'avons jamais, au grand jamais, tué par rapport à une situation qui engage la nation. Le jour où le président nous a rencontrés par rapport à la lutte contre la corruption, quand nous avons constaté que, apparemment, il ne pouvait pas lutter contre la corruption convenablement comme ça se doit, et il ne peut pas traduire les aspirations des populations, je suis sorti. Je l'ai dit, le président Bazoum Mohamed est impuissant. Impuissant, j'utilise le terme, par rapport aux aspirations des populations, par rapport à notre aspiration. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un qui peut sortir, dire ce qu'il pense de cette façon-là, les gens peuvent penser qu'il reçoit des enveloppes. Mais quelle enveloppe? Pour servir à quoi? C'est ce qui s'est dit à peu près. Pour servir à quoi? Moi, j'étais représentant des organisations de défense des droits de l'homme à la CENI. J'avais un gros salaire. Si je voulais avoir la richesse, j'allais rester là-bas et continuer à manger et me taire. Je ne l'ai pas fait. Le jour où j'ai été nommé, c'est le même jour que les gens étaient partis chez moi pour placer des climatiseurs. Je n'en voulais pas. Et je n'ai pas changé de train de vie. Et jusque-là, j'ai le même train de vie malgré que les gens ont coupé mon salaire. Et aujourd'hui, je suis dans une organisation. Et je continue à porter ces valeurs. Je continue à porter ces valeurs. Ceux-là qui estiment qu'il faut trouver des solutions pour leurs besoins quotidiens, ce sont en principe pour prendre des postes de conseillers. Et ils se disent des défenseurs des droits de l'homme. Ils se disent membres des organisations de la société civile. Il y a beaucoup qui sont tapis à la présidence, à la primature et aussi à l'Assemblée nationale. Mais dites-nous, quelle est votre appréciation du président Bazoum? Parce que le président Issoufou, vous l'avez beaucoup critiqué, vous avez parlé un peu de pas mal de choses qui s'étaient passées pendant qu'il était président et tout. Avant d'arriver là, je vais vous dire une chose. C'est pas que nous n'avons pas subi des pressions. Nous avons subi des menaces. Nous avons subi des tentatives de corruption. Nous avons subi beaucoup de choses pour qu'on puisse changer de position. Mais nous gardons la tête haute. Nous continuons sur cette ligne-là. Concernant votre question, la différence entre Bazoum et Issoufou, c'est clair. Moi, je ne suis pas un politicien ni un diplomate. Bazoum n'est pas un homme d'argent. Issoufou, c'est un homme d'argent. Toutes les irrigations de corruption, de détournement des deniers publics convergent vers Issoufou. Bazoum a amorcé le dialogue avec l'opposition
avec la société civile, avec tout le monde. Tel n'était pas le cas de Issoufou. Bazoum a promis qu'aucun acteur défenseur des droits de l'homme ne sera inquiété sous son régime. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous avons constaté quelques incidences dans notre organisation, telles que nous avons vu l'arrestation de Bello, nous avons vu l'arrestation de notre camarade de Tessawa, nous avons vu l'arrestation de Anwar. Mais on continue à croire que ce sont des incidents et qui seront corrigés. Bazoum a promis de changer, de modifier, de travailler les lois liberticides. Nous continuons à attendre. Bazoum a promis de lutter contre la corruption. Et ces choses-là où je pense bien que nous serons obligés de croiser le fer avec lui. Parce que si l'impunité continue, nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder les choses. Et ça, nous les portons. Nous portons ces revendications. Nous continuons à porter ces revendications. Nous n'avons pas changé d'un iota. Nous continuons la lutte et nous sommes toujours dans la rue. Et je pense bien qu'au fil du temps, les choses vont changer. Donc, Bazoum et Issoufou, c'est la nuit et le jour. Merci. À quel Niger pensez-vous? Pour vous, le meilleur des Niger, c'est quel Niger? Et le Niger, pour nous, doit être un Niger de justice sociale, où il y a une juste redistribution des ressources. Je l'ai toujours dit, même sur ces plateaux, que les Nigériens, ils ont besoin de quoi? De la paix, vivre en paix. Ils ont besoin de travailler, de trouver des ressources. Et ils ont besoin, quand ils ont des enfants en âge d'aller à l'école, qu'ils puissent aller à l'école tranquillement, sans être inquiétés et construire leur avenir. Quand cet enfant tombera malade, qu'ils puissent trouver un médecin pour le faire consulter. C'est tout ce que les Nigériens demandent. Donc, si les Nigériens ont tout cela, vous allez stopper, vous allez arrêter le combat. Et pour moi, le Niger dispose des ressources pour faire vivre les Nigériens décemment. Mais malheureusement, la mauvaise gouvernance, la corruption, le détournement des deniers publics qui ont gangréné le Niger fait en sorte que nous sommes toujours derniers. Quand le Nigérien va vivre à l'aise dans son pays, je vais apprécier. Ce n'est pas que je vais abandonner. Je vais apprécier et dire que je suis content et fier d'appartenir au Niger, que le Niger se développe. Maintenant, quand ça ne va pas, je vais sortir aussi. La lutte continue. Nous sommes là en tant que... nous sommes des comités de veille. On ne peut pas croiser les bras et regarder les choses passer de cette façon. Et c'est ça, tel est mon combat, qui est plus de justice sociale, qu'on lutte contre l'impunité. Tout celui qui posera son acte, qu'il soit puni conformément à la loi. Merci, M. Michael Zodi. Merci. Voilà. Vraiment, je pense que l'émission va s'arrêter là parce qu'on prend tellement de plaisir à vous écouter et puis si on devait continuer, on n'allait pas s'arrêter. Il y a tellement de questions. J'espère que nous allons peut-être vous recevoir à nouveau sur ce plateau-là pour parler de d'autres choses, vu qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont là, qu'on n'a pas pu égrener. Et le temps qui nous est imparti déjà à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et la seule chose que peut-être je vais vous demander, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des populations nigériennes? Vous allez regarder cette caméra-là et lancer votre message. Pour la population nigérienne, nous avons tellement été divisés par la politique. Revenons, nous avons un idéal, c'est développer le Niger. Et c'est ensemble, dans l'unité, dans la cohésion, que nous pouvons développer ce Niger-là. Je pense bien qu'aujourd'hui, les Nigériens doivent regarder la même direction. Ce qui nous arrive, les agressions, cette guerre qui nous est imposée par des forces impérialistes et occultes ne doit pas nous diviser. Et nous devrons s'unir contre l'impérialisme et contre ces forces occultes pour ramener la paix au Niger. Et c'est ensemble, je pense bien que j'ai visité beaucoup de pays
Et je vis dans ces pays-là où la justice est là. Et la justice doit être présente et constante dans nos cœurs. Combattre la justice où que ça soit. Combattre la justice, même si c'est ton frère, ton père, je pense bien qu'on doit créer les conditions pour que la justice soit juste au Niger, pour qu'il y ait une juste rétribution des ressources, pour que nous puissions être un État prospère. Abandonnons cette politique du ventre. Abandonnons nos comportements qui ne cadrent pas avec la cohésion nationale. Abandonnons certains tares et venons construire le Niger ensemble. Je dis bien ensemble, que personne ne soit indexé par rapport à son ethnie, à sa région, par rapport à son opinion. Et c'est comme ça que les grandes puissances se sont développées. Nous avons extrêmement de ressources et nous devrons faire attention à nos ressources pour que ces ressources-là puissent profiter à notre pays. Je vous remercie. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était votre émission 4 sur table et vous l'avez constaté, notre invité n'a pas sa langue dans sa poche et c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quel que soit ce qui adviendra. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Donnez-nous vos points de vue, posez-nous vos questions en commentaire. Nous ferons tout pour appeler notre invité, s'il le faut, pour répondre de vive voix ou bien, pourquoi pas, l'interviewer pour qu'il puisse répondre aux différentes questions. Et je le répète, notre invité est toujours disposé pour répondre aux Nigériens. D'ailleurs, il l'a dit dans cette émission, il est là pour le Niger et les Nigériens. Monsieur Michael Zodi, merci pour tout. Merci beaucoup. Voilà, merci.